Bonjour, c'est Cette Vérité. Aujourd'hui, nous sommes Monsieur Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre, ancien candidat à la présidentielle de 2010 et de 2015 du Parti de l'Espoir pour le développement national, dont il est le président. Monsieur Kouyaté, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. Monsieur Kouyaté, le PDN et vous avez décidé à un moment donné, au vu de la situation politique, de prendre du recul, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'activité au sein de l'opposition républicaine. Expliquez-nous, est-ce qu'au vu de la situation actuelle, cette stratégie a porté des fruits? Du point de vue de la forme, tout comme du point de vue du fond, le PDN avait parfaitement raison de ne pas siéger à cette assemblée. La forme, je voudrais vous dire quelque chose peut-être que vous ne savez pas, c'est toute l'opposition, c'est-à-dire l'UFDG, l'UFR, le PDN et tout le reste. On avait l'habitude de se réunir, en ce moment le bloc était solide, je crois, et on a décidé de ne pas siéger parce que les élections étaient chaotiques et pleines de fraude, souligné d'ailleurs dans le rapport final de l'Union européenne. La mission, la délégation de l'Union européenne était là. Et je vous renvoie à cela et vous verrez combien de fois ça avait été truqué. Ils le disent là dans le rapport. Et on a décidé de ne pas y aller, tous ensemble, après avoir consulté nos bases. Alors ma surprise fut grande quand plus tard, eux, ils ont décidé d'aller. Ça, c'est du point de vue de la forme. Du point de vue du fond, je ne peux pas aller dans tout le détail, étant donné que ce n'est pas la pédagogie. Allez-y. Ici, à Paris, un homme d'État m'a dit, le président Alpha sera là, il faut que vous vous voyiez. Et que, véritablement, vous essayez de parvenir à un accord pour les élections législatives à venir. Il a très peur qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des réactions. J'ai hésité, mais c'est quelqu'un à qui je ne peux pas dire non, parce que c'est un ancien chef d'État, il est bon. Bref, on s'est retrouvés là, à trois. Et j'ai dit qu'il n'y a pas 10 000 solutions pour éviter, n'est-ce pas, tout ce que craint le président de la République. Il faut que ça soit simplement transparent et que ça soit bien organisé. Pourquoi les gens vont perturber si tout va bien? Je dis, c'est aussi simple que ça. Alors, il a dit, mais par quoi tu sauras que c'est? Je dis, par quoi? À partir d'abord de mon score. Ça, je le verrai parce que je sais aujourd'hui quel est l'impact du PDN, malgré toutes les tentatives qui ont été faites après votre élection pour faire disparaître ce parti. Vous savez bien que ça ne disparaîtra pas. Et il a voulu intervenir là-dessus. Celui qui a fait cette médiation a dit non, ce que lui a été dit est vrai. Et il faut que les élections soient transparentes. La veille de ces élections, il demande à me voir. Le président de la République, j'étais en Guinée, c'était la veille des élections législatives. Nous nous rencontrons dans un endroit neutre, d'ailleurs parce que je n'ai pas voulu aller à la présidence. Et il me dit, bon, je suis venu pour m'assurer que demain tu feras une intervention après le vote pour calmer le jeu. Je dis, mais tu es trop inquiet pour ces élections? Je dis, mais moi j'ai pris un engagement. Mais c'est 2 engagements qui ont été pris. Élection transparente. Ce n'est pas le jour du vote même qu'il y a des fraudes, c'est après. Je dis donc, moi je ferai ce que je dois faire, parce que je ne veux pas jeter de l'huile au feu, sur le feu. Alors finalement, je lui ai demandé avant qu'on se quitte, je dis, mais maintenant, la transparence, tu ne pipes pas mot alors qu'on en a parlé. Il dit, tu n'auras que 2 députés. Voilà ça. Avant l'élection? Avant l'élection. Je le dis devant, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas la première fois que je le dis. Il dit, tu n'auras que 2 députés. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je dis, bon, et je n'ai aucun pouvoir, mais j'ai au moins la liberté de mon choix. C'est paradoxal, mais le président Alpha arrive
à déstabiliser l'opposition, à récupérer des partis et des cadres de l'opposition. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à se rassembler? Parce que, rappelez-vous d'abord, que celui qui s'est battu, dit-il, plus de 20 ans, dans l'opposition, pour venir démocratiquement au pouvoir, et qu'est-ce qu'il a dit quelques mois ou une année maximum après son élection? Il dit dans quelques temps, il n'y aura plus d'opposants en Guinée. Il l'a dit dans un discours qui a été relayé par toute la presse. Je crois que c'était Veranta ou quelque chose comme ça. Et il a tenu, moi-même j'ai écouté en direct. Il a dit dans quelques temps, il n'y aura plus d'opposants. C'est d'abord ça, la misère de la pensée de l'homme. Toi, tu es l'incarnation de la démocratie. Tu as promis, tu es venu au nom de la démocratie. Tu peux souhaiter, un président doit souhaiter qu'il n'y ait pas d'opposants? On est d'accord. Bon, pour le reste, c'est facile. C'est l'argent qu'on utilise. C'est la corruption de l'esprit. S'il y en a qui mordent, il y en a qui ne mordront jamais. Mais pourquoi ceux qui sont véritablement dans l'opposition, comme le PDN et l'UFDG, le parti, n'arrivent pas à être un bloc solide pour faire face au pouvoir? Ce problème se pose dans tous les pays d'Afrique presque. Mais en Guinée, c'est encore plus vrai. Parce qu'à un moment donné, on était un bloc. À un moment donné, on était un bloc. Ça a commencé par quoi? Les visites individuelles chez le président de la République. J'ai dit, méfiez-vous. J'ai mis les autres en garde, méfiez-vous. N'allez jamais seul. Chaque fois qu'il invite quelqu'un d'entre nous, il n'a qu'à aller avec une émanation du groupe. Je ne tiens pas à y être personnellement, mais qu'il aille et qu'il sente qu'on est un bloc. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Le président de l'UFDG m'a dit non, faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance, on va pour défendre. J'ai dit le virus va rentrer dans le fruit. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle ne pensez pas qu'on a toujours été comme ça, divisé. Non, à un moment donné, c'était un bloc. On marchait ensemble. Tout le monde nous a vu battre le pavé ensemble. Mais c'était après toutes ces visites nocturnes que le président Alpha a pu disloquer le groupe. Regardez ce qui se passe maintenant. Abakar Sylla était le porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, il est le porte-parole de... Makaner a insulté, après ils reviennent. Je peux citer combien de cas comme ça? Oui, mais véritablement, les deux options ne vous conviennent pas. Négocier avec le pouvoir de Alpha et son gouvernement ne donnera pas de solution, puisque les engagements ne sont pas tenus. Les manifestations ne sont pas aussi, n'ont pas votre assentiment. Non, je n'ai jamais dit que les manifestations n'ont pas mon assentiment. Les manifestations, on les faisait. Et c'est à un moment donné, soudainement, que le président de l'UFR a dit on ne verra plus sur le toit des capots, sur le capot des véhicules, en train de faire la marche. Ça veut dire qu'il renonçait ce jour-là à la marche. Celui a dit qu'il a perdu trop de militants et qu'il arrête. C'était l'avant-veille d'une marche qu'on avait programmée. Je leur ai dit ceci. Vous prenez cette décision, je n'en suis pas informé, mais c'est une erreur que vous commettrez parce qu'après, vous allez marcher. Mais si vous reprenez les marches, ça sera sans moi. Ça sera sans le PDN. Parce que je vois que vous le faites au gré, n'est-ce pas, de vos intérêts immédiats. Si l'intérêt immédiat vous impose, et tout cela c'était le président, je le savais. Nous avons perdu combien de personnes? Qui le dit? Il y a même des gens qui sont enterrés là-bas, au quartier comment ça s'appelle? C'est dans le béton, hein? C'est là où c'est le va enterrer. Oui, dedans le béton. On a des militants là-bas. Mais on ne va pas faire la guerre à cause de ça avec l'UFDG. Mais tout le monde m'a vu toujours partir quand il y a un décès. Je viens et les jeunes exigeaient parfois que je m'adresse à eux. Et je le faisais. Parce que je sais que certains sont tombés là-bas. Dès qu'ils portent un nom régional, l'UFDG s'en accapare. Mes gens m'ont dit, mais c'est notre militant, je dis, je le sais. Mais ça serait un bon titre d'un roman, Bataille autour d'un cadavre. Quoi ça sert? Je dis, on va, après, on ira calmement chez les parents pour présenter nos condoléances. Il ne faut pas politiser tout ça.
Je dis, ce sont des gens qui tombent. Et c'est regrettable. Donc moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manifester. J'ai dit plutôt qu'il ne faut pas arrêter. Au départ, je leur ai dit, il ne faut pas. Parce qu'après, la situation va se compliquer. Quand vous dites aujourd'hui que vous ne marchez plus, et le PDN avait déjà payé d'ailleurs sa cotisation pour la marche qui allait venir, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont arrêté, signé. Alors pourquoi je vais revenir quand je les ai prévenus? C'est de cela qu'il s'agit. Je ne suis pas obstinément contre un président, je suis contre un régime, un système, un mode, n'est-ce pas, opératoire qui ne fera pas le bonheur de la Guinée. Je n'ai pas de fixette là-dessus. Mais vous êtes son ancien partenaire, vous l'avez aidé à arriver au pouvoir. Est-ce que aujourd'hui, au vu de la situation catastrophique du pays, vous pouvez, au nom du PDN, poser des conditions sur lesquelles vous allez discuter avec le RPG et Alpha Condé? Je vais vous dire ces conditions maintenant, oui. Et vous serez un bon relais. Pourquoi le pays est comme ça? C'est le refus d'accepter les lois et les principes. C'est le refus de transcender les intérêts individuels pour l'intérêt global. La Guinée ne retrouvera son salut que quand celui qui est au pouvoir dédiera sa vie au bonheur du peuple guinéen. Venir et penser qu'on va jongler comme on fait de la politique aujourd'hui, ça n'apportera rien du tout, sinon que des problèmes. Si je demandais au président Alpha de se prononcer maintenant clairement sur un sujet qui est capital et qui est au cœur de tous ces problèmes aussi, le troisième mandat dont on parle. Mais il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Il ne s'est jamais prononcé là-dessus, ça veut dire qu'il s'est prononcé là-dessus. On est à quelque temps. Pourquoi en Côte d'Ivoire il s'est prononcé? Pourquoi au Niger, le Niger a dit non, il ne sera pas candidat? Donc pourquoi il a attendez, je n'ai pas fini. Ça, ce sont des conditions que je vais poser. Il n'a qu'à déclarer d'abord qu'il n'est pas candidat pour un troisième mandat et que la Constitution ne sera pas modifiée. Aussi simple que ça, c'est une phrase. C'est une phrase. Oui. Qu'ils le disent et que l'engagement, la parole donnée par un chef d'État, vous savez, la crédibilité d'un homme d'État est plus importante que tout. Il y a des présidents qui ont mieux travaillé que d'autres, mais je peux vous citer le cas américain. Vous voulez dire que ce n'est pas simplement la déclaration d'Alpha Condé annonçant qu'il ne sera pas candidat, mais qu'il faut que cette déclaration soit crédible. Et il faut que ça soit crédible, parce que tout ce qu'il déclare aujourd'hui, il fait le contraire demain. Vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. Et moi, je ne suis pas dans ça. Ça, c'est ce que je dis, ce n'est qu'un petit élément. Commençons par ça. Le reste, s'il fait ça, alors le reste viendra. Donc si cette déclaration est faite, le PDN et l'ancien AQAT seront à la disposition pour travailler à relancer le pays avant 2020. L'autre fois, il y a les grandes gueules qui me demandaient si je peux intervenir parce que j'ai calmé le jeu partout. Je dis à condition que je sois écouté, on n'est pas prophète chez soi. Et l'une des questions, c'est cela. Mais ne vous encombrez même pas, je vais vous dire une vérité. Il m'a envoyé quelqu'un ici, le président. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je suis prêt, moi, mais il n'a qu'à faire d'abord cette déclaration, qui va dégoupiller. Il n'y a pas de médiation qui ne soit pas sans raison. Il y a un processus qu'il faut suivre, il y a des réalités qu'il faut suivre. Quelle est l'angoisse aujourd'hui? Donc actuellement, il y a des discussions avec le président? Non, ça s'est arrêté pile là, dès que j'ai dit qu'il n'a qu'à renoncer au troisième mandat. Ça s'est arrêté là, pile. Kassouli Fofana est Premier ministre depuis plus de 6 mois. Comment voyez-vous... 6 mois, c'est trop tôt pour juger. Ouais. Cela dépendra de comment il va faire pour que les enfants reprennent les classes. Une année blanche est terrible de conséquences. Et je crois que là, le fil qu'il y a entre lui et le slave est très tendu. Or, tout ce qui est trop tendu se casse. Donc il n'est pas sur la bonne voie. Et il faut de la fluidité. Je ne dis pas qu'il n'est pas sur la bonne voie, je dis tout dépend. Il faut qu'il aboutisse
à calmer la situation intérieure. Il a notamment déclaré qu'il préférait l'ordre à la loi. Il est Premier ministre. Le désordre aboutit, n'est-ce pas, le désordre aboutit nécessairement à la brisure des lois. C'est clair, ça ne vient pas de lui. Le président Houphouët l'avait déjà dit il y a longtemps et j'ai eu le temps à l'époque. Quand on est Premier ministre, on défend la Constitution et la loi. Oui, on défend la Constitution et la loi. Mais dire que je préfère vous avez dit je préfère l'ordre à la loi. À la loi. C'est la loi qui doit garantir l'ordre. Si la loi n'est pas respectée par les gouvernants, l'ordre ne peut être respecté par les gouvernés. C'est aussi simple que ça. Dans son gouvernement, Gassama Diaby a démissionné. Est-ce que vous comprenez sa décision? Je n'interprétais pas parce que je n'ai pas eu contact avec lui. En fait, je ne sais même pas si on se connaît véritablement. Mais pour moi, honnêtement, je le dis, et vous êtes un observateur de la situation guinéenne, vous savez très bien que les ministres ne font pas leur travail. Le Premier ministre ne fait pas son travail. Le président de la République ne laissera personne faire son travail. L'Assemblée, j'ai commencé à vous dire pourquoi on n'est pas parti, mais heureusement que je ne suis pas parti. Il y a eu des détournements dans l'Assemblée là-bas. Qui a entendu parler des résultats après? Détournement de montants colossaux. Moi, j'ai appris tout ça par la voie de presse. Mais qui a entendu après parler de ça? Allez m'asseoir parmi ces gens. Une assemblée qui détourne comme ça, à ciel ouvert, et il n'y a aucun résultat. Je suis heureux de ne pas y être vraiment. Oui, peut-être que vous êtes heureux, mais vous avez un mandat de vos militants qui aurait peut-être pu espérer que vous puissiez bloquer ces détournements en étant au cœur de l'Assemblée. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. J'ai dit que tous les partis de l'opposition se sont réunis le premier jour. On a dit consultons nos bases, s'il faut y aller ou pas. Ces militants dont vous parlez, c'est eux qui ont dit qu'il ne faut pas qu'on aille. C'est tout. Et c'est ce que j'ai respecté. Les autres ont reçu le même mandat de leur base. Mais ceux qui vont à l'Assemblée, qui perçoivent quand même quelque chose, c'est pourquoi la Guinée souffre. Parce que personne ne veut faire de sacrifice. Moi, j'ai sacrifié. Mais même après avoir sacrifié ça, ils ont fait comme des bruits à Kouyaté touche. J'ai dit, ils n'ont qu'à arrêter quiconque le dit. Parce que c'est peut-être lui qui va au nom de Kouyaté pour prendre. Mais Kouyaté ne prendra pas cette tâche. Le problème des élections reste le nœud du problème guinéen, puisque l'opposition estime, comme vous l'avez expliqué si bien, que les élections ne sont pas crédibles et que les votes sont détournés. Aujourd'hui, au vu de la situation, quelle solution vous pouvez préconiser? Parce que je ne vois pas suffisamment de réactions des partenaires internationaux, même si dans des rapports ils mentionnent certaines incohérences, mais après ils restent quand même auprès du gouvernement guinéen. Premièrement, ça c'était, les élections sont truquées, sont tronquées, c'était le langage le plus courant de celui qui est aux affaires aujourd'hui. Il est allé jusqu'à dire, et vous pouvez trouver la citation, que les guerres civiles qui interviennent dans nos pays interviennent à la suite d'élections fraudées, d'élections tronquées. Ça vient, je le cite, c'est dire qu'il connaît la chose, il en a été victime. Et vous parlez d'ailleurs de chaise vide à l'Assemblée, il était l'un des premiers à pratiquer. Il n'a pas siégé à l'Assemblée à un moment donné. Et à un autre moment, il a eu un seul maire, c'était le maire de Kouroussa. Et parce qu'il a pensé qu'il a été triché dans beaucoup d'autres endroits, il a décidé que son maire ne sera pas installé. Et Kouroussa est resté tout le temps de la mandature sans maire, parce que le président Conté a refusé de nommer un maire à sa place. Vous voyez, c'est pas à la tête du client qu'il faut juger, c'est la vérité. Quand il y a des pays aujourd'hui qui font des élections, l'alternance se passe sans que personne ne soit au courant. Personne ne s'est plaint de la Guinée-Bissau, je veux dire du Cap-Vert. Ça se passe là-bas, c'est de la routine.
Ça est devenu de la routine. Le Botswana, la même chose. Aller, n'est-ce pas, à l'île Maurice, la même chose. Le Ghana est en train de suivre la même voie. Quand c'est transparent, vous dites la communauté internationale, je sais ce que c'est. Je vous donne l'exemple au Nigeria. Quand le président Obasanjo s'est présenté pour son deuxième mandat, il n'y a pas eu un seul observateur qui n'ait déclaré que c'était sur la base de fraude. Tous les observateurs, pour une fois, j'ai vu l'unanimité des observateurs sur ce sujet. C'est resté comme ça. C'était dit 8 jours, quelques jours en tout cas après son investiture, il était invité au G7 ou au G8. Et il est allé. C'est ça la communauté internationale. Si vous pensez que cette communauté internationale viendra vous aider à sortir alors qu'ils ne sentent pas votre volonté d'en sortir, la communauté internationale ne viendra pas. C'est comme ça que ça marche. Alors concrètement, quelle proposition pour une sortie de crise en Guinée? Un, que le président annonce d'abord qu'il n'ira pas pour un troisième mandat, qu'il ne tordra pas le cou à la Constitution. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est fondamental pour que les esprits s'apaisent. Deux, que tous ceux qui s'agitent au nom des régions arrêtent le régionalisme, l'ethnicité. La Guinée est une et indivisible. La nation qu'on n'a pas pu bâtir jusqu'ici doit être bâtie. Elle doit être bâtie parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas nous qui avons... Aucun n'a choisi de vivre sur le même territoire que l'autre. Les colons sont venus, ils ont dessiné la Guinée telle qu'elle est aujourd'hui. Depuis l'Occident, la Guinée occidentale jusqu'à la Guinée orientale, depuis la Guinée septentrionale jusqu'à la Guinée australe. Tout cela a été fait sans nous. Dieu a demandé à qui de choisir ses parents, ses frères, ses sœurs. Alors, les colons ne nous ont pas demandé, mais dès lors que les premiers chefs d'État ont eu la sagesse de dire, ne modifions pas les territoires, gardons tels qu'on les a reçus. Ça veut dire qu'on est obligé d'être ensemble et de penser guinéen, au lieu de penser tel et tel. Mais le fruit de la division est en train de creuser son trou, parce qu'ils sont en train partout, ça se régionalise. Telle région se réunit, telle région se réunit. J'ai dit, je ne serai pas ethniciste, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que le pouvoir, c'est bien, mais le faire sur la base de la division, et on prête à Machiavel cette théorie, alors que c'est d'ailleurs totalement faux. Il a dit des choses encore plus merveilleuses pour défendre l'unité de l'Italie, à partir de la Florence. Mais on va vers ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. L'enjeu de la Guinée, comment nourrir les Guinéens? Comment faire pour que les Guinéens puissent avoir un pouvoir d'achat qui puisse leur permettre de ne pas traîner dans la disette? C'est un des problèmes. La priorité des Guinéens, c'est comment faire que les enfants étudient. Et qu'ils étudient sérieusement. Que la réforme de l'enseignement se fasse. Qu'on aille jusque dans le détail pour savoir exactement comment rendre performante notre éducation. Parce que sans éducation, il n'y a pas de développement. La réalité, je peux continuer à citer comme ça. Une dernière question, celle-là concerne votre parti et vous-même. On n'est pas loin de 2020. Comment entendez-vous vous préparer dans cette optique-là? Est-ce que vous allez regagner Conakry plus régulièrement pour animer votre parti à partir de la Guinée? Mais sur les 20 ans de lutte du président actuel, ces temps de présence sur le terrain, quand vous les mettez tout bout à bout, ça ne dépasse pas un an. Ça ne fait même pas un an. Quand vous mettez tout bout à bout, ce mouvement-là a commencé du temps de la Première République. D'abord clandestinement. Ouvertement, c'est venu quand le président Conté a décidé d'aller à la démocratie. Il a voulu limiter le nombre de partis. L'actuel président fait partie de ceux qui ont dit non, il faut que ce soit multipartite, intégral. Cela a été fait. Mais tout ce temps, il était à l'extérieur. Il est venu
quelquefois. Le temps que j'ai passé en Guinée, moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui ont passé ce temps, malgré tout le temps aussi que j'ai fait à l'extérieur. C'est là que j'ai étudié. C'est là que j'ai fait l'université. C'est là que j'ai fait mes premiers pas dans l'administration guinéenne. C'est là que j'ai fait aussi mes premières expériences à l'extérieur en tant qu'ambassadeur. D'abord conseiller en Côte d'Ivoire, ambassadeur dans les pays du Moyen-Orient et représentant permanent aux Nations Unies. C'est là que mon statut a basculé du national à l'international vers les Nations Unies. D'abord, ensuite la CEDEAO, ensuite la francophonie, etc., etc. Donc, soyez sûrs, ce qui est important, c'est que mon parti marche. Mon parti marche et il y a des choses que je ne publierai pas. Vous saurez, vous comprendrez que tout ce que j'ai beaucoup subi là-bas en Guinée, de mensonges, de fausses informations. Au premier tour, en 2010, j'étais à Mamou. Le seul opposant à avoir critiqué Alpha, c'était moi. Les autres allaient dans les records de la campagne de 2010. Vous verrez que personne n'a parlé de lui. Moi, j'ai dit que c'était un danger. Alors, arrivé à Mamou, à 6 h du matin, c'était l'avant-veille de la fin de la campagne. On m'apprend que les gens défilent dans Conakry avec des t-shirts à l'effigie de l'actuel président et à mon effigie pour dire les deux frères se sont réconciliés. Vous pensez que c'est sérieux ça? Monsieur Kouyaté. J'ai beau démentir ceux qui avaient capté ça. Et le même phénomène s'est passé récemment. Des femmes qui se sont levées de Haute-Guinée pour aller. Quand j'en ai été informé, je leur ai dit ne mettez pas mon nom là. Pour dire là, il faut que le président se réconcilie avec ses frères. Je dis je suis le frère de tous les Guinéens. Mais je savais la main invisible qui était derrière. Et plus tard, quand elles sont revenues à Cancan, elles étaient munies de photos, de posters à l'effigie du président, de moi et d'autres, qu'elles devaient afficher quelque part. Il a fallu que mes militants alertés se lèvent pour dire non, vous n'afficherez pas ça, parce que ce n'est pas vrai. Alors vous voyez que pourquoi ceux qui sont là-bas, quel jugement vous portez sur eux aujourd'hui? Quel jugement vous, presse, vous portez sur eux? Ceux qui sont là-bas, qui se battent sur le terrain. Vous savez très bien qu'il y a la déception. Certains ont accepté de basculer. Le cas de Syria est le plus flagrant. Il est haut représentant du président de la République. Vous estimez qu'il est de la mouvance? Mais bien sûr, on ne peut pas être de l'opposition et de la mouvance en même temps, mais quand tu travailles pour le président, à un poste où tu es rémunéré ou pas, où tu bénéficies, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a comme avantage du pouvoir. Comment voulez-vous que je traite avec lui? Il vient de quitter ici il n'y a pas longtemps. Et on s'est dit des vérités. Chef de file de l'opposition, vous entendez parler de ça ici? Il y a un chef de file de l'opposition décrété par le président de la République ou par l'Assemblée. Le chef de file de l'opposition, c'est normal. Quand quelqu'un est de l'opposition et qu'il soit majoritaire à l'Assemblée, c'est tout à fait normal que les autres le reconnaissent comme tel. Mais ce n'est pas un décret. Ce n'est pas une Assemblée qui vote les lois. Ça arrive dans des pays que j'appelle des pays, n'est-ce pas, des républiques bananières plutôt. Il y a des exemples, mais on ne citera pas de pays sérieux où il y a une loi qui désigne un chef de file de l'opposition pour qu'il accepte. Merci, Monsieur Lansana Kouyaté. C'était Cette vérité produite du côté de Paris, au domicile du président du PDN. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur votre chaîne.